toutes et tous, bienvenue dans cette session consacrée à l'histoire de la pensée économique, en particulier à la question des bifurcations dans l'histoire de la pensée économique. Alors il y a des tournants majeurs dans l'histoire de la pensée économique qui ont été mieux documentés que d'autres. On pense notamment au tournant quantitatif, au tournant expérimental, dans une période plutôt récente, qui ont été identifiés, discutés par des chercheurs en histoire de la pensée économique. Ce que nous allons proposer dans cette session, c'est de faire un éclairage sur des moments de l'histoire antérieure qui sont peut-être moins connus du plus grand nombre. Et en ceci, nous essayons de faire écho au thème de ces journées de l'économie, qui est celui des bifurcations. Alors, nous n'allons pas perdre beaucoup de temps dans l'introduction. Nous allons organiser cette session en 4 moments qui correspondent à 4 éclairages de périodes particulières dans l'histoire de la pensée économique. 4 moments dans lesquels, pour le dire un peu vite, des ruptures vont s'opérer à la faveur, on le verra, un point commun de difficultés conjoncturelles, pour le dire très largement. Nous allons procéder de manière chronologique. Je commencerai par me pencher sur les évolutions de la pensée économique en France après les événements de 1870-71. Puis nous ferons un saut dans une période qui est postérieure à la Première Guerre mondiale. Donc Ludovic Desmet, qui est au bout de la table du laboratoire Leydy à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, nous montrera comment la Première Guerre mondiale et ses conséquences monétaires en particulier ont contribué à reconfigurer la pensée de l'entre-deux-guerres. Et il mettra l'accent sur 2 auteurs particuliers, John Maynard Keynes et Marcel Mauss. Ensuite, Nicolas Brisset et Raphaël Fèvre, mes voisins, tous 2 enseignants chercheurs au GREDEG, Université de Côte d'Azur, prendront ensuite la parole pour montrer que dans un autre contexte de guerre, la Deuxième Guerre mondiale cette fois, une bascule s'est opérée en France via le développement de l'expertise. Et enfin, Alexandre Chira, enseignant-chercheur à Economics, Université Paris-Nanterre, interviendra sur la même période, Seconde Guerre mondiale, mais cette fois du côté des États-Unis. Et donc il nous montrera en quoi le conflit a engendré des transformations majeures dans la pensée économique. Nous consacrerons en fin de session un temps pour répondre à vos questions. Nous y répondrons de manière groupée. Et donc les questions se passeront exclusivement par SMS au numéro qui s'affichera derrière vous. Derrière nous plutôt. Et donc je précise avant de commencer que cette session d'histoire de la pensée économique bénéficie du soutien moral de l'association Charles Gide, qui est l'association française de référence pour l'étude de la pensée économique. Voilà. Donc c'est moi qui vais commencer cette session en vous proposant un éclairage. En vous proposant donc un éclairage sur la situation française après 1870-1871. Alors, pourquoi on va s'intéresser à cette période particulière ? Eh bien, la décennie 1870 commence par 2 épisodes de difficultés notoires, dont on va parler un petit peu, la guerre contre la Prusse et l'épisode de la Commune de Paris, qui vont faire débuter la décennie de manière particulière, et ce qui aura des conséquences que l'on verra par la suite. Et donc nous allons voir, en nous appuyant sur des travaux en histoire de la pensée économique et en sociologie, que la décennie 1870 en France semble avoir été un moment de rupture, ou au moins un moment où se sont engagées des évolutions majeures pour le développement ultérieur de la discipline. Alors, on va commencer par donner quelques éléments de contexte. Donc, nous allons montrer que la décennie 1870 marque apparemment une rupture pour la discipline économie politique par rapport à la période qui précède. Alors, commençons par regarder à quoi ressemble l'économie politique en France avant 1870. Alors, comme vous le savez sûrement, le personnage majeur du début du 19e siècle, en France, ça a été Jean-Baptiste Say. Say a été le penseur central du libéralisme en France. Il l'a développé dans plusieurs ouvrages qui ont fait date, le traité d'économie politique, le cours complet d'économie politique pratique, entre autres. Say a contribué à diffuser les idées libérales non seulement par ses ouvrages, mais aussi par les cours d'économie politique qu'il dispensait dans différentes institutions. L'Athénée Royal, un établissement privé, le Conservatoire des Arts et Métiers, le Collège de France. Et après sa mort en 1832, ses disciples reprendront le flambeau. Entre les années 1830 et
1870, c'est précisément l'entourage de Jean-Baptiste Say, donc ses amis, sa famille, son réseau, et ses disciples, ses héritiers intellectuels, qui vont contribuer à poursuivre l'institutionnalisation de l'économie politique. Comme Jean-Baptiste Say, ils vont donner à leur pensée une coloration très libérale, on peut dire aussi à l'époque orthodoxe. Parmi eux, il y a les descendants de Jean-Baptiste Say, donc Horace, Léon, fils et petit-fils, et puis il y a d'autres auteurs qui sont actuellement moins connus, Joseph Garnier, Henri Baudrillard, Pellegrino Rossi, Michel Chevalier et bien d'autres. Ces économistes promeuvent le libre-échange, la libre entreprise, l'individualisme et en appellent à une intervention publique réduite. Et donc leur pensée économique, par ailleurs, peut être qualifiée de classique, puisqu'ils reprennent une grande partie des idées classiques à l'époque et se pensent comme les défenseurs du progrès, de manière générale, des principes issus de la Révolution française. Sur le plan méthodologique, ils sont nombreux à s'intéresser à la théorie plutôt qu'aux faits et à penser l'existence de lois générales. Alors, comment ces économistes ont contribué à l'institutionnalisation de l'économie ? Ils sont impliqués dans plusieurs institutions qui concourent à la diffusion de leur pensée et à la structuration de ce qu'une historienne appelait le lobby libéral. On a des chaires d'enseignement de l'économie politique qui sont créées d'abord en dehors de l'université, dans ce qu'on appellerait aujourd'hui les grandes écoles, donc Collège de France, École des ponts et chaussées, Conservatoire des arts et métiers, chaires dans lesquelles sont nommés des libéraux. Il crée également une revue, on dirait aujourd'hui une revue scientifique, le Journal des économistes, dans laquelle il contribue. Il crée une société savante, donc tout ça se passe dans les années 1840, la Société d'économie politique, au sein de laquelle ils se rencontrent, débattent, et dans le même temps, les libéraux créent une maison d'édition, ça se passe sous l'impulsion de Gilbert Urbain Guillaumin, qui s'échine à publier, republier des ouvrages classiques pour donner une plus grande audience aux idées libérales. Enfin, on a l'Académie des sciences morales et politiques, qui est un élément de l'Institut de France, qui met à l'honneur les économistes libéraux, qui donc à cette époque sont majoritairement ce qu'on appelle des publicistes, c'est-à-dire des intellectuels qui publient des études économiques, et minoritairement des enseignants. Donc ce groupe d'économistes s'est doté d'institutions assez puissantes pour relayer cette pensée libérale. Donc sur le plan intellectuel, ils sont dominants. On ne peut pas en dire la même chose sur le plan politique, mais c'est une autre histoire. Et donc ils sont vus comme leurs contemporains, notamment les Anglais qu'on connaît mieux, John Stuart Mill, McCulloch, comme leurs équivalents, comme leurs pairs. Alors, dans cette évolution, la décennie 1870 va opérer une rupture et mettre un coup d'arrêt au développement de la pensée libérale et donner par conséquent à la discipline des orientations nouvelles. Alors, deux faits majeurs se produisent au début de la décennie. Ça n'est pas les seuls éléments d'explication, c'en est deux parmi d'autres. Alors, d'un côté, on a la guerre franco-prussienne qui se déroule sur les années 1870-71. Elle se solde, vous le savez, par une capitulation en 71 avec la perte de l'Alsace-Moselle et a entraîné avec elle la chute de l'Empire. Cette défaite a eu un impact considérable. Elle a créé un véritable choc, une humiliation dont les conséquences vont se faire longtemps sentir. Le diagnostic des autorités est assez clair. C'est la formation des élites qui est en partie en cause. Il faut donc réformer la formation des élites, en particulier en économie politique. L'idée qui est populaire à ce moment-là, c'est qu'il faudrait prendre modèle sur l'exemple allemand, sur le modèle de formation allemand, dont les élites politiques et militaires auraient été mieux formées, et ce qui expliquerait le résultat qu'on connaît. Et donc ce modèle allemand reposerait sur le développement de savoirs plus spécialisés, concrets, administratifs, appliqués, plus éloignés de la théorie et de l'abstraction. Deuxième épisode, l'épisode de la Commune de Paris, qui va compléter le tableau en début de décennie. Donc, les tensions sociales très fortes qui traversent la société française mènent à une insurrection, puis en 1871, suivie de l'instauration d'un gouvernement provisoire, et puis, pour faire très vite, son remplacement par la Troisième République.
Et donc la période est caractérisée par une remise en cause plus générale des idées libérales, concomitante à un renforcement des idées socialistes dans les années 1870. Et donc ces critiques de la pensée libérale sont alimentées par ce qui est perçu comme de multiples échecs de la pensée libérale classique à expliquer et à régler tout un tas de problèmes du moment. Les crises cycliques, la dépression longue qui commence au début des années 1870, que les historiens appelleront la longue stagnation, incapacité également à répondre à la question sociale, celle du paupérisme engendré par la société industrielle, et puis beaucoup d'autres insuffisances, on pourrait dire, de la pensée libérale. Donc à la faveur de ce contexte, d'autres idées, nous allons le voir, vont gagner du terrain, d'autres idées que les idées libérales. Et donc on va voir quelles ont été les suites. Donc la pensée économique en France va dès lors connaître une évolution assez singulière dans la décennie 1870. Nous allons mettre ici l'accent sur une partie des explications en nous focalisant sur les transformations qui sont intervenues dans l'enseignement de l'économie que les autorités ont voulu réformer pour les raisons que l'on vient de citer. Alors, d'un côté, les libéraux vont créer l'école libre des sciences politiques. Cette école, c'est aujourd'hui Sciences Po. Donc ça se passe en 1872. Le libéral Émile Boutmy en est le fondateur. Et son objectif est de créer une institution qui réponde à cette critique d'une élite française mal formée qui aurait contribué à prendre de mauvaises décisions par incompétence, pour le dire rapidement, et qui donc expliquerait en partie la défaite de 71. Bon, ce problème avait déjà été identifié avant. Les années 1870-71 n'ont été finalement qu'un révélateur. Vous voyez ici la citation qui figure sur le diaporama. Donc, Boutmy avait déjà identifié le problème quelques années auparavant, au milieu des années 60. Il nous dit que c'est l'université de Berlin qui a triomphé à Sadova, donc 66. On l'a dit avec une raison profonde, et il faut être aveugle pour ne pas voir l'ignorance française derrière la folle déclaration de guerre qui nous a conduits là où nous sommes. Alors, la défaite de 71 enfonce le clou, si on peut dire. Et donc, l'objectif de l'école libre doit être de former des élites qui sont mieux rompues au droit, à l'histoire, aux sciences administratives concrètes. Cette école cherche à rendre son recrutement plus méritocratique, plus rationnel, et à accroître les compétences juridiques, techniques, qui doivent se substituer à la formation d'intellectuels, si on peut dire. En somme, ce que cherche cette école libre, c'est de renforcer des compétences professionnelles, professionnalisantes, de futurs hauts fonctionnaires qui auront la charge de diriger la France. Alors, les cours d'économie politique sont d'abord confiés à des libéraux dans cette école libre, mais la tendance qui va marquer l'évolution des cours qui y sont délivrés, c'est d'avoir affaire à des enseignements non généralistes, spécialisés, appliqués, qui soient directement opérationnels. Donc, par exemple, pour l'économie politique, il va s'agir d'enseignements spécialisés en finances publiques, en histoire économique, etc. Donc, du côté de l'école libre, on s'éloigne progressivement de la théorie économique classique. En parallèle, une autre tendance s'amorce, cette fois-ci du côté des universités. Donc, jusqu'à 1877, quelques chaires d'économie politique avaient été créées ça et là. Une première chaire à Paris en 64, et puis d'autres en province, dans quelques grandes villes. Et donc, les premières chaires avaient été confiées à des libéraux. Mais cette évolution va changer assez drastiquement en 1877 à la faveur d'une décision gouvernementale qui va avoir des conséquences lourdes. C'est qu'en 1877, le gouvernement décide d'instaurer des chaires d'économie politique partout, mais ces chaires d'économie politique vont être créées au sein des facultés de droit, comme cela se fait en Allemagne. Donc un élément important doit être précisé ici, c'est que les nouveaux cours d'économie qui seront créés ne seront pas donnés à des économistes, mais à des professeurs de droit, c'est-à-dire des titulaires d'un doctorat de droit ayant l'agrégation de droit correspondante. Donc l'économie était vue non pas comme une discipline autonome, mais comme une spécialité du droit. Alors, une agrégation séparée d'économie a été créée plus tard, mais le dispositif restait le même, c'est-à-dire qu'on avait affaire à un concours très littéraire
qui favorisait beaucoup les juristes et qui, en gros, était très défavorable aux économistes, surtout ceux qui étaient adeptes des méthodes mathématiques. Donc, Charles Gide racontait par exemple qu'un des disciples de Walras s'était fait recaler plusieurs fois, donc partisan de l'économie mathématique, s'était fait recaler plusieurs fois et avait jeté l'éponge. Alors cette décision donc, de créer ces chaires d'économie politique au sein des facs de droit a eu des conséquences majeures sur l'avenir de la discipline économique en France. Les professeurs qui vont y être recrutés sont majoritairement des littéraires, agrégés de droit, peu familiers du raisonnement théorique abstrait en économie, encore moins des méthodes formalisées. Ils vont délivrer des cours au contenu théorique faible, plutôt tournés vers les faits, les chiffres, la législation. En somme, un contenu très descriptif, positif, qui n'est plus vraiment normatif. Et le recrutement des universités va se faire par ailleurs au détriment des libéraux. On y trouvera des interventionnistes, des protectionnistes, des professeurs sensibles aux idées neuves, c'est-à-dire les idées socialistes, l'économie sociale, le mouvement coopératiste. Un nom célèbre à cet égard est celui de Charles Gide, mais on peut citer beaucoup d'autres noms, Paul Covès, Alfred Jourdan, et il y en aurait d'autres. Une revue nouvelle, la Revue d'économie politique, qui existe toujours, sera créée en 1887 pour accueillir les contributions de ces économistes qu'on peut qualifier de manière très très rapide d'hétérodoxes au sens de l'époque. Les libéraux, de leur côté, vont s'arc-bouter dans des institutions vieillissantes. On a là un groupe qui perd des membres parce que un certain nombre sont rebutés par une pensée de plus en plus dogmatique et ils sont attirés par des savoirs qui sont soit plus pratiques, soit plus en phase avec la mode du moment, c'est-à-dire l'économie sociale, l'historicisme. On a une revue scientifique libérale qui n'est plus en monopole et une place réduite des libéraux dans l'enseignement. Et donc, certains historiens de la pensée considèrent cette étape comme étant l'une des causes essentielles du faible niveau théorique des professeurs d'économie français qui perdurera jusqu'à la Première Guerre mondiale, voire jusque dans l'entre-deux-guerres. Et ce d'autant plus que les universités françaises, à cette époque, restent globalement étanches à l'économie telle qu'elle était faite dans les écoles d'ingénieurs, qui, elles, délivraient un savoir formalisé relevant de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'économie publique ou l'économie industrielle à de futurs ingénieurs. Donc d'un côté comme de l'autre, on s'éloignait de l'ancienne génération des libéraux, des théoriciens libéraux. Du côté de l'école libre, on allait en direction de savoirs de plus en plus appliqués, de plus en plus spécialisés. Du côté des facultés, en direction de cours à coloration juridique, historique, sociale. Et l'économie telle qu'elle était produite par les ingénieurs restait à part. Donc en conclusion, il semble qu'une rupture importante pour l'évolution de la pensée économique se soit produite en France durant la décennie 1870, qui n'est pas sans lien avec le contexte très particulier du début de la décennie des années 70-71. Et donc les évolutions qui sont intervenues ensuite ont retardé l'autonomisation de l'économie comme discipline scientifique en France par rapport à ce qu'il se produisait dans d'autres pays au même moment. Et elles semblent même, cette évolution, avoir augmenté leur fragmentation, notamment quand on compare avec les tendances qui étaient à l'œuvre aux États-Unis et au Royaume-Uni. Voilà. Donc j'en ai terminé pour cette période. On va donc faire un saut de quelques années. Je donne la parole à Ludovic Desmet pour nous parler de l'entre-deux-guerres. Merci Claire et merci pour l'invitation. Donc je vais parler d'un aspect de la théorie économique dans les années 20, celui qui tourne autour de la question des dettes interalliées et des dettes suite au combat de la Première Guerre mondiale, qui constitue, en guise de prévention, je voulais dire déjà que c'était une bifurcation par rapport à ce que je fais d'habitude, puisque je suis plus centré sur l'histoire des banques et des pratiques monétaires. Et généralement, je m'aventure assez peu sur le terrain de l'entre-deux-guerres mondiales, mais là, c'est un questionnement sur les hyperinflations, à la fois en Allemagne et en Hongrie, qui m'ont amené sur ce terrain-là. Donc,
bon, comme Claire l'a souligné, et puis c'est un peu le thème général de cette session, hein, il y a l'histoire de la pensée économique n'est pas hors sol, elle est ancrée dans des pratiques, dans des faits, et donc l'importance du contexte est majeure, hein, que ce soit l'étude de Marx, de Walras ou d'autres auteurs beaucoup plus contemporains. Il y a une importance de la prise en compte du contexte. Quand on aborde les théoriciens des années 20, il y a un événement majeur qui est la guerre de 14-18, non seulement du fait de l'ampleur des pertes humaines, mais aussi du fait de l'intervention massive des États qui sont transformés pendant 4 ans en économie de guerre. Adam Tooze, qui a publié un gros ouvrage sur cette période-là, hein, qui s'appelle Le Déluge, dit qu'à la fin de l'année, enfin, pendant l'année 1918, à la fin du conflit, les belligérants consacrent à peu près 40% de leurs ressources à l'armement et aux dépenses de guerre. Donc c'est vraiment assez monumental. Et pour ce qui m'intéresse, du côté des relations monétaires internationales, on a une dislocation du système qui existait avant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire on a suspendu les talons or, on a des taux de change qui deviennent flottants, et on a des phénomènes justement d'hyperinflation qui éclatent dans certains pays, en particulier en Europe centrale. Et donc la question qui se pose aux théoriciens, c'est est-ce qu'on retourne au monde d'avant ou est-ce qu'on essaye de construire de nouvelles bases? Alors il y a 2 noms, il me semble, qui ressortent un peu dans ce questionnement sur la dette et la monnaie au tout début des années 20. C'est le Keynes, le jeune Keynes, le Keynes avant la théorie keynésienne, la théorie générale de la monnaie qui paraît en 1936. C'est le Keynes qui se fait connaître dans le débat public en 1919 avec son bouquin sur les conséquences économiques de la paix, qui est à l'époque fonctionnaire du Trésor britannique, qui participe au débat à Versailles sur comment on va négocier justement l'après-guerre. Et puis, donc, bon, ce Keynes-là est assez connu quand même, mais il me semble qu'il est intéressant d'y revenir. Et il établit aussi des liens avec quelqu'un qui n'est pas, à proprement parler, un économiste, qui est plutôt catalogué dans les anthropologues, disons, qui est Marcel Mauss, qui est à peu près contemporain de Keynes, ils ont à 10 ans près, ils ont à peu près le même âge, qui participe au combat alors que Keynes était objecteur de conscience. Mauss participe à la guerre, peut-être pas au combat directement, puisqu'il est traducteur pour les troupes britanniques en France. Et il va beaucoup écrire aussi, c'est ce que j'ai appris en fouillant un peu sur cette période-là, il a beaucoup écrit aussi sur la question des réparations et des dettes de guerre. Donc on a 2 contemporains, un qui est connu pour ça, hein, puisque Keynes rentre dans le débat public grâce ou à cause de son bouquin sur les conséquences économiques de la paix. Et Mauss, lui, a énormément écrit sur ce thème-là dans des ouvrages. Le problème de Mauss, c'est qu'il n'a jamais vraiment publié d'ouvrages de son vivant, et que souvent, ce qu'on a extrait et ce qui est connu aujourd'hui comme l'essai sur le don, etc., en fait, ce sont des collections d'articles qu'il avait publiés durant son vivant. Alors, un plan tout simple, hein. D'abord, extrêmement rapidement le contexte, et ensuite les 2 hérétiques. Alors, le terme hérétique est peut-être à expliquer. J'ai repris une phrase de Keynes dans le traité sur la monnaie qui vient d'être traduit en français. L'hérétique, c'est un intellectuel honnête, c'est difficile déjà à trouver, qui a le courage de s'en tenir à ses conclusions, même si elles sont surprenantes. Donc, en ce sens-là, à la fois le français Mauss et le britannique Keynes peuvent être classés par rapport à l'orthodoxie de l'époque comme étant des hérétiques. Alors le contexte très rapidement, les vaincus sont unanimement désignés par les vainqueurs comme les responsables de la guerre. Hein. L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie ont soi-disant constamment refusé la paix, et donc à Versailles puis à Saint-Germain et lors de la conférence de Trianon, non seulement on redécoupe les empires qui disparaissent. Bon, l'Empire ottoman, c'est une autre question, mais l'Empire austro-hongrois, allemand, etc., sont redécoupés. La Hongrie perd 70% de son territoire. Et se pose aussi la question de est-ce qu'on fait payer ou pas les vaincus? Et la réponse est oui. Et on prend comme exemple un conflit qu'a évoqué
clair, c'est la guerre de 1870 où l'Allemagne avait fait payer à la France des réparations. Donc on reprend cette idée-là, et donc on va essayer de fixer un montant pour non seulement avoir causé la guerre, mais aussi l'avoir fait durer pendant 4 ans. L'idée, c'est pas de s'intéresser sur... Alors, il y a énormément de littérature sur est-ce que c'est le bon montant, est-ce que c'est trop élevé, etc. L'idée, c'est de regarder comment Mauss et Keynes intègrent cette question à leur réflexion, et par rapport à une orthodoxie qui dit non seulement il faut qu'ils payent, mais en plus, on va essayer aussi rapidement que possible de retourner à l'étalon or. Alors, sans mettre forcément comme seul responsable des désordres politiques et économiques des années 20 en Allemagne, en Hongrie et dans les pays voisins, la question des réparations est quand même fortement mise en avant, en particulier par Keynes, hein, c'est-à-dire que voilà, le montant est tellement élevé qu'il y a à la fois des désordres politiques. Alors la caricature de gauche, là, c'est donc en Hongrie, il y a un ultimatum lors du traité de Versailles aux Hongrois en leur disant voilà, vous soumettez et vous passez à un autre régime. Et en fait, Béla Kun prend l'occasion de prendre le pouvoir avec une révolution de type bolchevique. Et sur cette caricature, on voit en fait les salons de Versailles qui sont écrasés par un point rouge, celui de Béla Kun et ses comparses. Et puis, autre caricature, en 1922 en Allemagne, où Gutenberg a non seulement inventé l'imprimerie, mais donc le papier-monnaie, et donc avec une hyperinflation monumentale. Un voyageur français en Allemagne a fait paraître ses souvenirs de voyage en 1923 et dit que voilà, il a payé 11 millions de marques pour un repas, et qu'en prenant une cigarette, puisqu'on détaille les cigarettes, et un café, ça lui faisait 1,25 million en plus. Hein. C'est-à-dire que voilà, on a des prix qui sont absolument délirants, et on a une masse monétaire qui enfle considérablement. Et aussi bien Keynes que Mauss s'intéressent à ces questions-là. Les deux, d'ailleurs, ont à peu près les mêmes images pour l'hyperinflation. Ils disent qu'en gros, ce sont des sables mouvants dans lesquels on s'enfonce et on ne verra pas le fond. Alors, bon, je l'ai déjà évoqué, donc ils sont contemporains. Keynes se fait connaître, il claque la porte lors des... C'est un petit fonctionnaire, hein, c'est pas non plus celui qui emmène la délégation britannique. Hein. Keynes n'est pas connu à l'époque, mais il fait paraître les conséquences économiques de la paix en 1919, et là il devient célèbre. Hein, ça va être un succès de librairie. Il a un talent littéraire. Hein, les 3 personnages principaux, le trio de ce bouquin-là, qui fait un tabac, qui est traduit, qui est réédité. D'ailleurs, Keynes l'avait fait paraître, alors peut-être pas à compte d'auteur, mais c'était arrangé pour avoir un maximum de droits. Il l'avait fait imprimer, il me semble, sur ses deniers personnels. Donc il va peut-être pas faire fortune, mais en tout cas, il va largement gagner sa vie avec ce bouquin-là. Le trio principal, c'est Wilson, le président américain, qui est décrit comme une vieille sorcière. Wilson avait quelques problèmes psychologiques. Mais Keynes, il va franco en disant que Wilson, c'était la sorcière, Lloyd George paraît acéphalo, et le méchant de l'histoire, la brute de l'histoire, c'est Clémenceau. Bref, il y a un trio qui manigance et qui fait en sorte qu'on va assommer l'Allemagne. Et puis Mauss, lui aussi, publie beaucoup dans une revue qui s'appelle, dans un journal qui s'appelle Le Populaire. Mauss, il est engagé du côté socialiste à l'époque. Il est prof à l'école pratique des hautes études. Et j'y reviendrai, mais il se peut que ces chroniques sur les réparations, sur les problèmes monétaires en Europe centrale, etc., aient nourri certaines de ces analyses qui étaient jusque-là qualifiées comme purement anthropologiques, mais qui sont aussi liées aux relations économiques internationales. Donc pour Keynes, le traité de Versailles, c'est une paix carthaginoise, hein, qui fait référence à une guerre punique où Rome avait étranglé Carthage. Et donc il a des formules pour dire que ce qu'on fait payer à l'Allemagne, en fait, de manière, d'après lui, délirante, hein, en gros c'est 130 milliards de marques or, ce qui est assez considérable. Il emploie le terme que c'est quasiment délirant, et que en fait on ne fait rien
pour reconstruire une Europe pacifiée et pour essayer d'organiser la cohabitation entre les États européens. Et en gros, entre l'Ancien Monde et le Nouveau Monde, on veut restaurer un Ancien Monde un peu idéalisé et on ne bâtit pas du tout les passerelles qui permettraient d'avoir quelque chose d'assez pacifié. Il est assez pessimiste. Hein. Il dit, en gros, on est en train de préparer sûrement un conflit futur si on continue sur ces bases-là. Donc, il faut alléger les réparations. En gros, il faut les diviser par 4. Alors, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des débats sur est-ce que c'était vraiment impayable, ces 130 milliards de marques or étaient impayables par l'Allemagne ou pas. Keynes apparaît comme très pro-allemand pour les Français. Encore une fois, il est très virulent vis-à-vis de la France. Hein, parce que, bon, il y a les nouvelles. Il y a le bouquin de 1919, mais il va republier un ouvrage en 1920. Il va revenir dans beaucoup de chroniques sur cette question-là. Il ne va pas lâcher le morceau pendant toutes les années 20. Et un des conseillers au ministre français des Finances dit « Cet idiot de Keynes n'a rien compris, c'est une question de principe, il faut qu'on garde des montants élevés pour que les Allemands comprennent qu'il ne faut pas y revenir. » Mais ça va aussi nourrir toute la tradition keynésienne avant la théorie générale, où là on passe vraiment à un autre régime, sur la critique de l'étalon or, qui va être aussi un motif récurrent, un leitmotiv chez Keynes pendant toutes les années 20, et ça va nourrir sa réflexion qui va durer en gros une dizaine d'années jusqu'au traité sur la monnaie, sur la question des transferts internationaux. Il va avoir des débats avec des économistes suédois, principalement à la fin des années 20, sur est-ce que c'est possible ou pas de faire des transferts internationaux, jusqu'à sa mort quasiment, puisqu'il participe à la conférence de Bretton Woods en 1945, où là aussi il est question de rebâtir en gros, il a loupé le coche en 1920, il essaye de revenir en 1945 sur des propositions de reconstruction de l'ordre monétaire international. On passe aux Français, anglophiles d'ailleurs, Mauss. Bon, je n'ai pas trouvé de référence explicite à Keynes, mais Mauss est aussi anti-traité de Versailles. Hein. D'après lui, il dit, c'est dans le texte, hein, il suffit de faire payer le Bosch, hein, c'est-à-dire qu'il se désolidarise de cette question-là. Mauss est le neveu de Durkheim. Voilà, il a à peu près le même diagnostic de Keynes en disant, voilà, on n'est pas en train de reconstruire quelque chose de sain, on est en train de se venger, en gros. Et il différencie bien les dettes qu'on est en train de vouloir faire payer à l'Autriche, la Hongrie et l'Allemagne, en disant, voilà, ce ne sont pas des dettes contractuelles. On est en train d'estimer des montants, en gros, au doigt mouillé, sans que ce soit quelque chose qui soit véritablement justifiable. Et donc, il inscrit cette crise de la dette souveraine dans une perspective anthropologique, et ça, c'est les travaux de quelqu'un qui s'appelle Grégory Mallard, je crois, qui a publié 2 ou 3 articles là-dessus et un ouvrage qui montre que ce questionnement sur la dette entre nations va, contrairement à ce qu'on pensait que Mauss était un pur anthropologue, en fait Mauss a fait très peu de terrain, voilà, contrairement à certains anthropologues, c'est quelqu'un qui s'est nourri des études des autres, et en fait ce questionnement sur les dettes interalliées aurait nourri sa réflexion anthropologique. Et donc pour reprendre un schéma peut-être un peu trop compliqué, j'aurais dû le redessiner, mais en gros, ce que dit Mauss, c'est que si on part du cadran en haut à gauche, ce qu'on est en train de faire payer les réparations allemandes, on est dans le cadran en haut à gauche, on est du côté de la vengeance et de la domination. Il faudrait faire, il le dit explicitement, il faudrait faire descendre la question des dettes interalliées vers le cadran en bas à droite, et il va se poser toute une question sur le don, le contre-don, le don étant un fait social. Si on donne, c'est-à-dire si on efface certaines dettes de l'Allemagne, peut-être que plus tard, ils pourront nous rembourser en nous faisant eux-mêmes aussi un contre-don. Et donc, cette réflexion anthropologique sur le don est sûrement née de ce qu'on doit faire payer dans l'orthodoxie alliée à l'Allemagne, à l'Autriche et à la Hongrie. Bon, donc pour conclure, parce que je pense que j'étais un peu long, donc on est dans un contexte de désordre quand même assez intense,
Et l'idée, c'est est-ce qu'on revient aux automatismes antérieurs, étalon or, ou est-ce qu'il faut bâtir des conceptions nouvelles? Et on a deux exemples. Alors, bon, les années 20 sont des années de haute théorie, mais on a, dans tous les domaines, hein, en macroéconomie, mais pour ce qui est cette question-là spécifique des dettes de guerre, il me semble qu'il y a deux auteurs qui se singularisent. Keynes, qui va, à partir de là, nourrir toute sa réflexion sur la monnaie pendant les 20 ans qui vont suivre et qui va donner naissance à un courant qu'on appelle post-keynésien. Mauss, qui lui aussi va influencer les réflexions des anthropologues, de gens comme Graeber, par exemple, ou d'autres, hein, beaucoup d'anthropologues, de sociologues, d'historiens, etc., sur la monnaie, sur le fait social total, etc., etc. Et les deux réunis, Keynes et Mauss, ont aussi pu influencer des gens comme Aglietta, Orléans et les théories institutionnalistes de la monnaie. Donc l'idée, c'était de montrer que bifurquer, c'est utile de temps en temps. Et que même si sur le moment on perd au niveau du débat concret, on peut à long terme provoquer des travaux intéressants et des hybridations qui sont productives. Voilà, merci. Merci beaucoup, Ludovic. Sans transition, on va faire un saut supplémentaire dans le temps. Et donc, je vais donner la parole à Nicolas Brisset et Raphaël Fèvre pour nous parler de la période des années 1940 en France. Voilà, à vous. Merci Claire. Alors oui, avec Raphaël Fèvre, on travaille depuis quelques années sur l'investissement des économistes français dans le cadre du régime de Vichy et peut-être au-delà de ça, plus généralement sur le poids que ce régime a pu avoir dans le développement de la discipline économique en France et de l'expertise économique, donc de l'intervention des économistes de manière structurée et institutionnelle dans le cadre du débat politique et du pouvoir politique et des politiques économiques. Alors, souvent et pendant longtemps, on a considéré, en histoire de la pensée économique, mais en histoire des sciences sociales en général également, que le régime de Vichy avait constitué une sorte de parenthèse historiographique, c'est-à-dire un moment du temps un petit peu suspendu, pendant lequel il se passe en réalité pas grand-chose d'intéressant et donc qui ne mérite pas qu'on s'y intéresse particulièrement. Alors, notre hypothèse, ça a précisément été de questionner ce fait, de questionner cette idée du Vichy parenthèse. Et lorsqu'on s'est intéressé, on s'est rapproché de l'histoire des institutions de Vichy, en fait, on s'est aperçu que tous les économistes ne s'étaient pas contentés de laisser passer le temps en attendant des jours meilleurs. Certains économistes se sont opposés de manière assez frontale au régime de Vichy, mais d'autres ont participé à la vie scientifique de ce régime, soit par pur pragmatisme, soit avec un enthousiasme assez franc vis-à-vis de l'idéologie de la Révolution nationale. Donc, il se passe des choses sous le régime de Vichy, et c'est ce sur quoi on a essayé de travailler, c'est ce qu'on a essayé de documenter. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, des institutions scientifiques de première importance émergent, des manières de faire de l'économie, des manières de professionnaliser l'économie en France s'installent, ainsi qu'une organisation de l'expertise économique. Or, cette reconfiguration de l'économie, elle est non seulement intimement liée à ce qui se passe avant-guerre, c'est lié et il y a une bifurcation par rapport à ce qui se passe avant-guerre, et ça aura des effets relativement importants sur ce qui se passe dans l'immédiate après-guerre. Alors pour illustrer l'importance de cette période, on s'est notamment focalisé sur deux parcours, sur deux figures, sur deux économistes français promis à un avenir plutôt radieux, puisque les deux deviendront professeurs au Collège de France, un en 55, l'autre en 59, si je ne me trompe pas. Deux économistes dont la participation aux institutions du régime de Vichy a eu un impact sur la carrière,
en leur permettant de créer des institutions qui resteront de manière durable dans le paysage de l'expertise économique en France. Et ces deux figures sont d'un côté François Péroux et de l'autre côté Alfred Sauvy. Alors, ce qu'on constate lorsqu'on regarde, observe, suit ces deux parcours, c'est d'abord une sorte de similarité. Ce sont deux économistes d'une même génération, Ce sont de jeunes économistes en vue dans les années 30. Ce sont des économistes qui poussent pour changer la manière de faire de l'économie en France. Et c'est notamment lié à ce que disait Claire, à savoir l'inscription de l'économie dans les facultés de droit, et qui pousse pour dépasser justement cette inscription et s'émanciper par rapport à cette discipline mère à l'époque qui est le droit. Alors François Péroux, d'un côté, est un économiste corporatiste. Alors, le corporatisme étant un modèle de société qui a complètement disparu depuis, notamment parce qu'elle est assimilée et liée au régime de Vichy. On pourra y revenir dans la discussion si ça vous intéresse. Mais d'un point de vue peut-être plus strictement méthodologique, Péroux pousse pour une approche comparative en économie. Il faut comparer les systèmes économiques et les systèmes politiques des différents pays au regard de leur performance économique, et c'est comme ça qu'on peut tirer des conclusions en termes de politique économique. De son côté, Alfred Sauvy insiste beaucoup sur la question de la conjoncture économique. Donc Alfred Sauvy est un polytechnicien qui participe notamment à un groupe qui est très connu, qui est le groupe X-Crise, qui est constitué d'économistes dont le but est d'asseoir et de développer l'expertise économique en France. De manière générale, Sauvy considère que la France est assez largement sous-dotée, ce que rappelait d'ailleurs, ça fait écho encore une fois à la présentation de Claire, sous-dotée en termes d'information économique, ce qu'on appelait à l'époque l'information économique, qui est un terme qui regroupe à la fois les données, donc les statistiques économiques, leur interprétation, donc l'économétrie, mais également les grandes bibliothèques d'économie ou l'accès aux travaux de pointe au niveau international. Et de manière générale, ce que préconise Sauvy, c'est que la tâche de l'économiste doit précisément être de produire de l'interprétation de l'information économique, des statistiques économiques, à destination des décideurs publics. Donc on est vraiment dans le cadre d'une valorisation et de l'inscription de l'économiste en tant qu'expert vis-à-vis des pouvoirs politiques. Et d'ailleurs, Sauvy fut un des premiers économistes à entrer dans les différents bureaux ministériels à partir de 1936 et plus sérieusement à partir de 1938. Donc sous le régime de Vichy, ces deux économistes partageront une double particularité. Premièrement, ils sont tous les deux conseillers auprès du ministre de l'économie nationale, qui est Yves Boutillier, en 1941. Et deuxième particularité, ils participent tous les deux, ils gravitent autour d'une des grandes institutions scientifiques du régime de Vichy, qui est la Fondation Carrel. Après la guerre, ces deux économistes créeront deux grandes institutions qui seront amenées à s'inscrire durablement dans le paysage de l'expertise française. D'un côté, l'Institut des sciences économiques appliquées, l'ISEA, qui sera notamment très lié à la planification à la française, du côté de Péroux, et de l'autre côté, l'Institut national d'études démographiques, donc l'INED, pour Sauvy. Et enfin, ils deviendront professeurs au Collège de France. Alors si maintenant, je reviens un petit peu dans le temps, et sur la période qui nous a intéressés, à savoir la période du régime de Vichy. Sous le régime de Vichy se crée donc cette grande institution qui est la Fondation Carrel, de son vrai nom Fondation française pour l'étude des problèmes humains, qui est la grande institution créée par le régime de Vichy, qui est directement liée au bureau de Philippe Pétain, qui est directement financée par le cabinet de Philippe Pétain et qui a à sa tête Alexis Carrel, qui est un médecin français à l'époque très connu, puisqu'il est prix Nobel de médecine, eugéniste, qui a fait toute sa carrière aux États-Unis grâce à des financements de la Fondation Rockefeller et qui revient en France
en 1940 pour prendre la tête de cette fondation. Alors cette fondation, elle a un budget qui est extrêmement important, hein, qui a un budget qui est supérieur à celui du CNRS à l'époque, et elle a 2 grands objectifs. Premier objectif, je cite, sauvegarder, améliorer et développer la population française, donc un objectif clairement eugéniste. Et deuxièmement, construire ce qu'Alexis Carrel après appelait la science de l'homme. Alors qu'est-ce que c'est que la science de l'homme? C'est l'idée qu'il faut réorganiser tout le paysage des sciences sociales en France et les hiérarchiser autour de la biologie. Toutes les disciplines, la sociologie, la psychologie sociale, l'économie, doivent graviter autour d'une science fondamentale qui est la biologie. Alors, François Péroux a été le principal secrétaire général de la Fondation Carrel, et donc c'est dans le cadre de cette science de l'homme qu'il inscrit, c'est vis-à-vis de cette science de l'homme qu'il inscrit la science économique et le renouveau de la science économique en France, et notamment dans le cadre d'un petit groupe de réflexion qui se réunit autour de lui, un petit groupe d'économistes, de jeunes économistes à l'époque, autour d'un centre qui s'appelle le Centre d'échange de théorie économique, dont Raphaël va vous parler maintenant. Merci. Alors, François Péroux avait finalement une conviction profonde, celle que science et société avaient besoin d'une transformation tout à fait radicale. Incarner la voie de l'expertise économique passe pour Péroux par un renouvellement de la science économique française afin qu'elle devienne, je cite, la conseillère politique des temps nouveaux. Et pour donner corps à sa vision de la science économique de demain, eh bien, Péroux facilite donc la création d'une nouvelle structure, une sous-structure à l'intérieur de cette fondation Carrel, le Centre d'échange de théorie économique, qui va rassembler de nombreux jeunes économistes dans leur trentaine. Ce centre poursuit finalement un double objectif. La science économique devrait être à la fois plus technique et formalisée, en quelque sorte plus scientifique, tout en accordant plus d'attention à la complexité des personnes et à la complexité de leur psychologie en particulier. Ce double effort, donc, il passe par un premier mouvement vers une plus grande spécialisation de la science économique, avec un travail de ce centre lié au développement de bibliographies de référence, de notes sur des questions théoriques spécifiques, de traduction aussi complète ou partielle des publications étrangères publiées dans les 10 dernières années. C'est vraiment concentré sur cette science internationale développée entre les années 30 et les années 40. Et puis avec cela, de nombreux séminaires, de discussions pour débattre de ces idées, notamment, par exemple, autour de la théorie générale de Keynes qui vient d'être traduite pendant la guerre. L'objectif, il n'est pas seulement finalement scientifique au sens large, mais il est aussi de voir comment on pourrait, secondement, appliquer cette science internationale à des enjeux spécifiquement français. C'est ça un petit peu l'objectif plus particulier. Le deuxième mouvement, c'est un mouvement d'intégration de la science économique, à l'intérieur de ce savoir plus global dont parlait Nicolas, qui est la science de l'homme. Le premier objectif, c'est celui de dépasser l'économie dite individualiste et libérale. Parce que, bien qu'indispensable, cette théorie principalement marginaliste serait incapable finalement de considérer l'homme total et vivant, si l'on reprend l'expression de l'époque. Le progrès de la science économique devait donc se faire en liaison avec d'autres branches des sciences humaines et des sciences biologiques, et donc il y avait un effort dans ce sens pour œuvrer à une forme d'interdisciplinarité. Cette interdisciplinarité, elle a véritablement jamais pris racine à ce moment-là. Néanmoins, on observe que cette grande synthèse des sciences, appelée de ses voeux par Péroux et par le Centre, n'était finalement pas neutre par rapport au rapport de hiérarchie entre les disciplines scientifiques. Et ce que l'on a pu saisir au travers d'un travail d'archives notamment, c'est à quel point cet effort d'interdisciplinarité, il participait finalement d'une lutte
pour l'hégémonie du discours scientifique sur l'économie et sur la société, avec un objectif assez clair, ou en tout cas pour effet, de marginaliser certains courants qui sont concurrents de ceux de Pérou. On pense en particulier à la sociologie de type durkheimienne ou aux différents mouvements marxistes, bien qu'ils n'étaient pas encore extrêmement développés en France à cette époque. Si l'on en passe maintenant à notre seconde figure, Alfred Sauvy, en fait, on peut noter qu'on a en germe depuis 1938, mais finalement instauré en 1940, un institut de conjoncture qui poursuit finalement un objectif similaire à celui de Pérou et de ses collègues, c'est-à-dire éclairer l'action publique, mais avec des moyens finalement bien différents de ceux de Pérou. L'objectif de cet institut de conjoncture, c'est d'observer, de décrire la dynamique économique, mais aussi et surtout de prévoir, d'anticiper cette dynamique pour mieux guider, éclairer, aider à décider les pouvoirs publics. L'effort de Sauvy, il revient donc à accompagner l'essor de la toute jeune discipline économétrique, l'économétrie en France, cette nouvelle discipline qui ambitionne d'articuler à la fois une analyse théorique, un formalisme mathématique basé sur des modèles, lesquels devraient être basés également sur des données empiriques et en particulier des données statistiques qui vont venir nourrir ces modèles. Finalement, ce qu'on observe, c'est que la stratégie de Sauvy est beaucoup moins doctrinale que celle de Pérou, au moins en apparence, et Sauvy se fait montre d'un discours qui se veut technique, pragmatique et finalement apolitique. On a une concrétisation de cet effort, en particulier qui prend forme matérielle sous l'occupation, avec la publication très régulière des bulletins dits rouge brique, à cause de leur couverture typique, à destination à la fois des autorités du régime de Vichy, mais aussi qui parvenaient jusqu'à Alger afin d'alimenter l'information économique de la France libre. Donc d'où cet effort apolitique dont se revendique Sauvy. À l'intérieur de ces bulletins rouge brique, on note qu'il y a une insistance finalement assez forte sur des représentations visuellement qui sont communicables facilement auprès des administrateurs et des décideurs. On voit notamment beaucoup de graphiques, de tableaux chiffrés ou encore de cartes, avec par exemple celle-ci qui indique les excédents de mortalité dans les différents départements français en France depuis la guerre, et ce afin de prioriser l'approvisionnement vers tel ou tel secteur. Un autre élément peut-être plus symptomatique et caractéristique de cette nouvelle expertise concerne les représentations en forme de courbes de tendance qui vont proposer en fait différents scénarios envisagés. Et par exemple, ici, vous avez une projection à partir de l'année 44 vers les années suivantes de l'évolution du niveau de vie des salariés français. Et ce graphique, en fait, il représente un modèle particulier de calcul de ce niveau de vie avec une hypothèse centrale concernant des paramètres particuliers du modèle comme le taux d'épargne, le taux d'intérêt, le niveau des prix, le niveau des versements des réparations justement qu'on peut anticiper. Et donc, vous avez une hypothèse centrale et à côté de ça, une pluralité de représentations sur le graphique parce que Sauvy propose de faire varier tel ou tel paramètre et donc de voir que cette évolution du niveau de vie des Français peut aller en s'améliorant ou en empirant par rapport à l'hypothèse centrale. Il fournit donc des scénarios anticipés, probables mais non certains, sur lesquels vont pouvoir s'appuyer les décideurs pour faire leurs prévisions. En conclusion, quelle place de cette expertise économique dans la reconstruction de la France après 1945 ? Évidemment, ce qu'on note déjà, c'est que dès 1944, le Centre d'échange de théorie économique, l'Institut de conjoncture et la Fondation Carrel dans son ensemble sont liquidés et vont disparaître. Néanmoins, ce qu'on note aussi, c'est qu'il y a une profonde reconfiguration disciplinaire qui s'organise autour d'un changement générationnel profond, plus jeune vis-à-vis des économistes. On a notamment un renforcement de l'approche théorique. Clairement, le corporatisme n'est plus une option, mais la macroéconomie keynésienne et la microéconomie marginaliste ont de beaux jours devant elles.
Et on note également l'essor de tout un tas d'indices, indices des prix notamment, et de modèles pour décrire, prévoir, tester cette dynamique économique. À ce moment-là, donc, l'économie tend véritablement à s'imposer comme la science guidant le pouvoir politique, avec notamment la création d'institutions en charge de la planification autour de Jean Monnet et du commissariat général au plan, ou second exemple d'institution, l'INSEE ou la CIF, qui vont informer, guider la politique économique. Donc on a véritablement de nouveaux labels, mais qui sont alimentés finalement par des mêmes personnes et des mêmes programmes de recherche qui organisent une forme de continuité malgré l'apparence d'un changement assez profond. Plus largement, et finalement, c'est aussi l'épineuse question de l'influence publique, de l'influence politique des économistes qui est posée à travers cette recherche. Évidemment, cette influence, elle n'est pas complètement nouvelle en soi, d'accord ? L'économiste qui guide le prince existe au moins depuis le XVIIIe siècle, mais ce qu'on semble observer de particulier avec Vichy, là où la figure de l'expert en quelque sorte bifurque à partir de ce moment, c'est avec l'essor de l'économiste comme technocrate. Et cet économiste technocrate occupe la position d'intermédiaire, de médiateur entre le savoir scientifique, dont il n'est pas forcément le producteur, et la prise de décision politique. Et cette figure du technocrate, eh bien, Péroux le théoricien et Sauvy le technicien offrent deux prototypes différents, mais finalement assez largement complémentaires. Je vous remercie. Merci beaucoup Nicolas et Raphaël. On en arrive maintenant à la dernière présentation. Donc Alexandre Chira va nous parler de ce qui s'est passé du côté des États-Unis. Voilà, exactement, et qui va faire écho à ce que... PowerPoint. Oui, il va arriver. À ce que viennent de dire Nicolas et Raphaël. Donc je vais vous parler aussi de l'exemple de la Seconde Guerre mondiale, mais cette fois dans le cadre américain. Et ce que j'aimerais vous montrer avec cette communication, c'est trois choses. Premièrement, que le contexte de la Seconde Guerre mondiale, il a favorisé le développement de nouveaux outils de la science économique, comme mes collègues viennent d'en parler. Deuxième point, ce qui est intéressant aussi avec la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'il a engendré une modification de la perception de ce que l'on considère être la richesse d'une nation, la richesse nationale. Je développerai ce point notamment dans une première partie. Et la troisième idée, évoquée là aussi par la présentation précédente, c'est que le fait que des économistes interviennent massivement dans des agences fédérales du gouvernement américain interroge d'une part le rôle de l'expertise et de l'économiste en tant qu'expert, mais interroge par là même le rapport des économistes aux questions qu'on peut qualifier d'ordre politique. Je détaillerai ce point également. Premièrement, un petit mot d'introduction. Dans les années 1930, l'économie aux États-Unis connaît un double mouvement. Un mouvement de spécialisation d'une part et un mouvement de mathématisation d'autre part. Ce qui va donner lieu au développement de nouveaux outils, donc par exemple la comptabilité nationale qui permet d'évaluer la richesse, j'y reviendrai, les modèles macroéconométriques afin d'être en mesure de prévoir les fluctuations des grands agrégats macroéconomiques, donc le taux d'inflation, le taux de chômage, le taux de croissance, etc. Troisièmement, des outils comme la programmation linéaire qui permettent de mettre en œuvre de la recherche opérationnelle des processus d'optimisation dans le domaine de la logistique, par exemple, ou des communications. Si j'insiste sur cette notion selon laquelle l'économie serait une science outillée, pour reprendre l'expression d'un historien de la pensée économique, c'est parce que lorsque les économistes interviennent en tant qu'experts dans des agences du gouvernement américain, ils le font par le média de ces outils. Et ces outils eux-mêmes sont donc toujours créés dans un cadre institutionnel spécifique et en fonction de demandes sociales, notamment de la part du politique, spécifiques. Et ces demandes sociales vont avoir une influence sur la manière dont on pense, dont on construit l'outil. Troisième point, pourquoi la Seconde Guerre mondiale, c'est un contexte intéressant. Une grande différence entre les États-Unis et la France, c'est qu'aux États-Unis, vous n'avez pas de corps de hauts fonctionnaires. Ce qui fait que de nombreux économistes universitaires, des enseignants-chercheurs en économie, sont recrutés pour travailler dans des administrations publiques aux États-Unis. Et cette guerre a été qualifiée par Paul Samuelson, un grand économiste du XXe siècle aux États-Unis, de guerre de l'économiste, parce que pour vous donner un ordre d'idée, c'est près de 5000 économistes
qui travaillent déjà pour des agences fédérales avant même l'entrée en guerre des États-Unis en 1941. Donc voilà pour le contexte et la petite photo de Samuelson. Premier point, je vais vous parler de la comptabilité nationale et vous montrer que la construction de cet outil est controversée. Pourquoi ? Au cours de la Première Guerre mondiale, un petit mot d'introduction tout d'abord, les économistes américains se rendent compte que justement, on n'a pas l'outil de la comptabilité nationale. Et donc, on peine à avoir une action gouvernementale efficace pour planifier la production, notamment la production d'armement. Dans l'entre-deux-guerres, un économiste très connu, Simon Kuznets, essaye de développer la comptabilité nationale. Il travaille pour une agence de recherche, le NBER, et pour une agence fédérale, disons, du ministère de l'économie, le Bureau of Economic Affairs. Qu'est-ce que fait Kuznets? Comment essaye-t-il de construire la comptabilité nationale? Il y a un débat. Il est souvent présenté comme le principal inventeur du PIB. Or, récemment, un historien de la pensée économique, Benjamin Mitrakan, a montré que c'était au contraire son principal adversaire. Et en vous expliquant pourquoi il y a ce débat-là, on va voir pourquoi la Seconde Guerre mondiale a eu un impact sur la manière dont on pense la richesse depuis cette époque. Dans les années 30 et au début des années 40, Kuznets donc essaye de développer des comptes nationaux, l'ancêtre de la comptabilité nationale. Et ce qu'il mesure essentiellement, c'est la consommation finale des ménages à l'aide de son indicateur. Et donc, pour cette raison, il exclut de son indicateur tout un ensemble de dépenses. Les dépenses du gouvernement, par exemple, qui sont considérées comme des consommations intermédiaires pour satisfaire la consommation finale des ménages. Il exclut aussi les dépenses d'armement, qui ne sont bien évidemment pas destinées à la consommation finale des ménages, ou d'autres activités comme la publicité et la spéculation. Ce qu'on voit, c'est que Kuznets, à l'époque, il tente de construire un indicateur de comptabilité nationale qui soit un indicateur de bien-être. Et c'est pour ça qu'il s'intéresse à la consommation finale des ménages. Or, qu'est-ce qui se passe? On a les États-Unis qui rentrent en guerre. On a un collègue de Kuznets au Bureau of Economic Affairs qui voit l'entrée en guerre des États-Unis imminente et qui dit donc à l'administration il va falloir augmenter les dépenses publiques pour se préparer à l'entrée dans le conflit. Sauf que l'administration refuse. Quel est le motif de ce refus de l'administration? L'administration répond à cet économiste, Milton Gilbert, cela aura un impact négatif sur la croissance économique. Sur la croissance économique, telle qu'elle est mesurée à l'aide de l'indicateur de Kuznets, qui a construit un indicateur qui se voulait un indicateur de bien-être. Du coup, qu'est-ce que fait cet économiste Milton Gilbert? Il produit un nouvel indicateur. Un indicateur plus adapté, évidemment, aux préparatifs de la guerre. Et donc, il propose en 1942 le premier calcul du produit national brut, qui est un indicateur de production, et non un indicateur de bien-être. Et donc, on peut conclure, à partir de cette petite histoire, que la Seconde Guerre mondiale, elle a non seulement changé l'économie, c'est-à-dire les structures économiques, ça j'en parlerai pas ici, mais elle a également conduit à une redéfinition de ce qu'est l'économie et en particulier de ce que c'est que la richesse nationale. Et donc, évidemment, cette histoire fait écho au débat contemporain. Quand on reproche au PIB de ne pas être un indicateur de bien-être, on fait un mauvais reproche, puisque précisément le PIB est un indicateur de production et non de bien-être. Voilà pour ce que je voulais vous dire dans cette première partie. Dans la deuxième partie, j'aimerais interroger ce rôle de l'économiste en tant qu'expert et le rapport des économistes à la question des jugements de valeur. Pour aller vite, peut-être de manière un peu caricaturale, il y a deux grandes positions. La position de l'économiste en tant qu'expert qui n'aurait pas du tout à émettre de jugement de valeur et la position de l'économiste qui aurait le droit, voire serait même condamné à en émettre. À un niveau conceptuel, quand on a des économistes qui travaillent en tant qu'experts pour des agences du gouvernement fédéral, on considère qu'ils émettent des propositions qu'on appelle de type instrumental. Je vais définir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est une proposition de type instrumental? C'est une proposition du type, si vous voulez B, si vous voulez la finalité B, alors A vous permettra de l'obtenir, alors A, ici, ça représente les moyens pour obtenir une finalité. Ces propositions instrumentales, on les distingue en général de deux types. Premièrement, ce qu'on appelle les propositions positives, ou on pourrait dire scientifiques pour aller vite, ou les jugements de fait, à savoir que ce sont des propositions du type si le phénomène A advient, alors vous aurez le phénomène B. On se prononce sur un jugement de fait. Et on les distingue des propositions normatives du type B est bon, cette chose est désirable. Là, on émet un jugement de valeur, cette finalité est digne d'être poursuivie. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un niveau conceptuel, on peut parfaitement penser que le jugement hypothétique d'une proposition instrumentale, à savoir le « si vous voulez B », si vous voulez cette finalité-là, c'est totalement hors des attributions de l'économiste.
L'économiste ne se prononce pas sur les fins, il ne se prononce que sur les moyens. C'est un expert qui se prononce sur les moyens. Le politique se prononce sur les fins. Sauf que ce que je vais vous montrer avec 3 exemples, c'est que dans la pratique, il en voit parfois bien différemment, et ça explique beaucoup des divergences des économistes eu égard à la question de leur rapport à la politique et de leur rapport au jugement de valeur. Le premier économiste dont je voudrais vous parler, c'est Koopmans, un économiste d'origine néerlandaise qui travaille pour une agence fédérale du gouvernement américain en charge du fret maritime et en charge de l'allocation optimale des ressources en matière de fret. Le problème auquel il est confronté, il est relativement simple à définir. Il y a un nombre de bateaux qui est prédéfini et qui sont soit vides, soit pleins, qui doivent être envoyés à partir de certains ports, Boston, Miami, Los Angeles, vers d'autres ports, Boston, Miami, Los Angeles encore. Et tout ça est spécifié. On donne également à Koopmans les coûts de transport entre les différentes paires de ports. Combien de temps ça prend et combien ça coûte de transporter un bateau vide ou plein de Boston à Miami, etc., etc. Et ce qu'on lui demande, c'est de trouver la solution qui minimise les coûts totaux du transport. Okay ? Alors, ce n'est pas une chose facile à faire, mais, entre guillemets, on peut dire qu'il ne s'agit que de logistique. Encore fallait-il développer les outils permettant de proposer une allocation des bateaux entre chaque paire de ports qui minimise les coûts totaux du programme. Mais dans cette perspective, moi, ce qui m'importe ici, au-delà de l'outil de la programmation linéaire que Koopmans a contribué à développer pour résoudre ce problème, c'est que dans cette perspective, le si vous voulez B, il n'a même pas une normativité hypothétique. C'est-à-dire qu'on dit à un économiste, on veut cette chose-là, donne-nous les moyens de le faire. Okay ? Et donc, il n'a pas du tout à se prononcer sur les questions d'ordre politique, c'est vraiment un pur problème d'ingénierie qu'il a à résoudre. On va voir avec 2 autres exemples que parfois c'est plus compliqué. Le deuxième exemple, c'est l'exemple de Kuznets dont je vous ai déjà parlé. Il travaille au cours de la guerre pour une autre agence fédérale qui s'appelle le War Production Board, qui est elle aussi en charge de l'allocation des ressources, mais pour le domaine militaire, toutes les ressources destinées à l'armée. Le problème auquel il est confronté, pour le définir de manière simple, c'est le suivant. L'armée lui dit, à lui et son collègue Robert Nathan, on souhaite disposer d'un certain nombre de ressources et dans certains délais pour pouvoir notamment planifier nos opérations sur le front en Europe méditerranéen d'abord, puis en Normandie. La question qu'on lui pose, c'est quels sont les objectifs de production qu'on doit se fixer pour obtenir à la fin ce niveau de production. Okay ? Donc la finalité B, le niveau de production. On peut penser que c'est un problème de même nature que le problème de Koopmans. Kuznets a contribué à développer la comptabilité nationale, même si c'est d'une manière très particulière. Il dispose d'un outil pour essayer de répondre à la demande des militaires. Sauf qu'en réalité, l'outil de la comptabilité nationale, il permet uniquement à Kuznets et Nathan d'imposer un principe de réalité sur la finalité que choisissent les militaires. Pour faire court, ils vont dire qu'il y a 3 scénarios possibles. Il y a le plan optimiste. On fait des calculs comme si on était dans un monde idéal, un petit peu le monde des modèles des économistes, et on fait des plans de production très ambitieux. Sauf que dans la réalité, eh bien, il y a des coûts de réallocation des facteurs de production, de la production d'automobiles par exemple, et la production de tanks. Il y a des problèmes de mobilité des travailleurs entre les différentes régions des États-Unis. Donc si on fait des plans trop optimistes, qui sont conformes à ce que vous voulez en termes de production, en fait, dans la réalité, on va avoir une production peut-être beaucoup trop faible. Plus faible que si on avait eu des plans plus modestes, mais plus réalistes. À l'inverse, il y a les plans pessimistes. On sait ce qu'on est capable de produire aujourd'hui, en 1940, on va faire des plans comme si on produisait pareil en 41, 42, 43, etc. Sauf que les capacités de production des États-Unis vont augmenter au cours de la guerre. Et ça, on est capable de l'anticiper, de le prévoir. Et donc, ils vont proposer, si vous voulez, pour faire vite, un entre-deux, ce qu'ils appellent le maximum de faisabilité réaliste, qui prennent en compte l'augmentation à venir potentielle des capacités de production du système économique américain, mais qui n'idéalisent pas les problématiques qui vont se poser dans les réallocations de ressources entre les différents secteurs de l'économie américaine, et notamment le fait qu'on va transférer des ressources des secteurs qui produisent des biens à destination des ménages, la consommation civile, vers les entreprises qui produisent des biens destinés à la production d'armement. Le plan de Kuznets et Nathan, ce qu'ils conseillent, ça ne plaît pas aux militaires, parce que c'est un plan qui leur paraît pas assez important. Évidemment, un militaire, il veut le plus de ressources possibles pour mener à bien ses opérations. Et donc, ce qu'on voit là avec ce premier exemple déjà, avec ce deuxième exemple, c'est que Kuznets, pour réaliser à bien sa mission d'expert en tant qu'économiste, il n'a pas pu uniquement se contenter d'informer les militaires sur les plans de production, il les a informés sur ce que lui pensait être le bon objectif à choisir. Et donc, il y a déjà une dimension politique dans sa mission. Et on va voir que c'est parfois le cas
Encore plus avec un troisième exemple, donc un autre économiste américain qui s'appelle John Kenneth Galbraith et qui travaille pour une autre agence, l'Office of Price Administration, qui est l'agence en charge du contrôle des prix aux États-Unis. Souvent, pendant les périodes de guerre, comme on produit moins pour les ménages, mais on produit plus pour l'armement, mais que les ménages, ils travaillent encore, voire ils travaillent plus parce qu'ils sont salariés pour des entreprises de l'armement, la demande de biens de consommation civile continue d'augmenter, sauf que l'offre n'augmente pas, voire baisse. Donc en général, ça crée de l'inflation. C'est pour ça qu'on met en place souvent des contrôles des prix pendant la guerre. Et le problème qu'on lui demande de résoudre, justement, c'est, à la tête de cette agence en charge du contrôle de prix, de juguler l'inflation, donc la hausse des prix, mais sans pénaliser les capacités de production du système américain, pour le dire autrement, sans désinciter les travailleurs à travailler et les entreprises à produire. On peut, à un point de vue conceptuel, parfaitement exprimer ça sous la forme d'un jugement de type instrumental. Si vous voulez la stabilité des prix, l'objectif qu'on lui a fixé, alors Galbraith va proposer des mesures de contrôle des prix, justement, de rationnement, de contrôle de la demande. Ces moyens-là vont vous permettre d'obtenir la finalité. Sauf qu'en réalité, une telle mission pose deux problèmes auxquels n'était pas du tout confronté Koopmans, que j'ai volontairement pris en guise de premier exemple. Premièrement, c'est que Galbraith, pour réaliser sa mission, il a été obligé de se prononcer sur la question des bonnes finalités sociales. Pourquoi ? Eh bien parce que les différents moyens mis en œuvre pour contrôler les prix, pour limiter l'inflation, ils ont des effets collatéraux et à long terme sur des variables très importantes du système économique. Et en plus, l'objectif de stabilité des prix, c'est un objectif trop général pour être traité indépendamment d'autres objectifs potentiels, tels que justement le niveau de production, le taux de chômage, etc. etc. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la mission qu'il a eu à réaliser pour contrôler les prix, contrairement à la mission de Koopmans, c'est une mission qui est directement politique. Pourquoi ? Koopmans, il a affaire à une matière non humaine. Galbraith, au contraire, avait à composer avec les représentants de différents groupes de pression aux États-Unis. C'est-à-dire que le contrôle des prix, c'était une négociation entre l'agence fédérale et le représentant des syndicats qui voulaient des hausses des salaires, parce que les salaires étaient aussi contrôlés. Quand on parle de contrôle des prix, c'est les prix des biens et aussi des salaires. Il avait affaire aux représentants de l'industrie agroalimentaire, etc., etc. Et donc, c'est directement une activité. On lui a demandé de la faire en tant qu'économiste, en tant qu'expert économique en matière d'inflation, mais qui a une dimension politique. Voilà, ça c'est ce que je viens de dire. Et ce qui est intéressant, c'est comment Galbraith a décrit sa mission. Il a décrit sa mission comme une activité d'allocation psychologique optimale des ressources. Parce que je dois composer avec les différents intérêts particuliers au sein de la société américaine. Alors que ce que faisait Koopmans, c'est ce qu'on appelle traditionnellement en économie de l'allocation optimale des ressources, où l'optimalité est définie en termes d'efficacité au sens économique du terme. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Merci beaucoup à tous les quatre. Il nous reste une petite quinzaine de minutes pour prendre quelques questions. Donc, on prendra les questions uniquement parvenues par les SMS, comme je vous l'ai indiqué. On va commencer par une première question. Quelle a été la réception de Mauss dans le débat public ? Bon, Mauss parle à des convaincus. Il est dans un groupe donc comme je l'ai indiqué, socialiste. Du côté des gouvernants et des milieux de l'administration, etc., Mauss n'est pas du tout en odeur de sainteté. Enfin, c'est un agitateur, c'est quelqu'un qui remue là où ça fait mal. C'est-à-dire que Keynes est considéré comme pro-allemand pour les Français, et Mauss n'est pas loin non plus d'être mis dans le même panier. Donc voilà, même parmi d'ailleurs dans son cercle, en gros, c'est des économistes qu'on considère comme solidaristes, il paraît un peu trop extrémiste, même si ce qu'il demande, c'est simplement un rééchelonnement des dettes et l'effacement de certaines dettes. On a des gens comme Bloom, il me semble, à l'époque, qui disaient, voilà, si on a décidé de tel montant, il faut s'en tenir au montant qu'on a fixé, parce que sinon on va
on va se dévaloriser nous-mêmes et il faut tenir ce qu'on a calculé. Donc, pour synthétiser, voilà, il est assez peu suivi, en tout cas pas du tout par l'opinion publique, et même parmi ses alliés, en gros, il semble un peu mou par rapport aux Allemands, aux Autrichiens et aux Hongrois. Trop bienveillant. Merci bien. Deuxième question, une question qui porte sur la comparaison des deux économies de guerre entre donc, la France et les États-Unis. Je suppose dans les interactions avec la manière dont les économistes ont réagi ou ont travaillé dans ces économies de guerre. Oui, très bonne question. Je ne sais pas si on peut parler d'économie de guerre à proprement parler quand on parle de la France, puisqu'on est sur une économie qui est en réalité défaite, et que la situation de la France est plutôt comparable à ce qui se passe en 1871, ce dont a parlé Claire, donc une sensation d'effondrement qui provoque aussi une forte demande de normativité, en fait. C'est-à-dire que lorsqu'on lit les économistes sous le régime de Vichy et lorsqu'on lit leur investissement, il y a effectivement des questions techniques qui se posent, mais on leur demande très ouvertement de se prononcer sur le type de politique, le type de réorganisation qu'il faut mettre en place en France. Et ce qui ressort beaucoup dans le cadre de ce régime fascisant, en tout cas, c'est la question de comment est-ce qu'on fait pour régénérer un pays qui est à terre. Donc si je reprends par exemple l'exemple de François Pérou, les questions de ce qu'est une bonne consommation des ouvriers et comment est-ce qu'on met à disposition cette consommation. Si on prend Sauvy, la question du peuplement, qui est une question qui est bien entendu très présente depuis 1918, et quand en France on commence à constater que la population allemande augmente plus que la population française, donc ces questions-là sont extrêmement présentes, mais reviennent avec beaucoup d'acuité sous le régime de Vichy, alors que, bon, je laisserai Alexandre se prononcer, alors que l'économie américaine est une économie de guerre avec un objectif clair. C'est un pays belligérant et il faut s'attaquer à un ennemi. Et je pense que les modes de raisonnement et les types d'expertise qui se mettent en place sont complètement différents dans ces deux cas. Oui, Nicolas a raison. Je pense que la comparaison, elle est difficile à faire. Les États-Unis, du moins, on l'oublie pas, mais le conflit déjà se déroule pas sur son territoire. Et souvent, on dit que les pays sortent affaiblis des guerres mondiales. Les États-Unis sont sortis plus forts économiquement de la Seconde Guerre mondiale. Certains même, vous savez, donc on a le krach en 1929, krach boursier qui débouche sur une crise de l'économie réelle qui dure. Roosevelt met en place des mesures, le New Deal. Mais en 1937, l'économie américaine recommence un petit peu à dégringoler. Et on considère que c'est l'entrée dans le second conflit mondial, où en fait les États-Unis sont le producteur pour toutes les forces alliées, qui permet de relancer la machine économique, de sortir de ce que certains voyaient advenir, à savoir une stagnation séculaire aux États-Unis. Ce qui est intéressant, je pense, avec les deux guerres mondiales aux États-Unis, et il y a des économistes qui réfléchissent sur ça, c'est que, premièrement, comme il y a une urgence, une urgence, on va dire, politique, premièrement, ça a beaucoup résolu, pacifié les conflits, qu'on appelle les conflits entre le capital et le travail. Parce qu'on a un objectif commun, un objectif patriote, nationaliste, défendre la démocratie lors de la Seconde Guerre mondiale. Et ça a permis de favoriser les compromis dans les entreprises entre les salariés et notamment les très grandes entreprises. Pourquoi les très grandes entreprises ? Parce que les très grandes entreprises, on s'est rendu compte qu'elles étaient efficaces, très productives. Et donc, on les a beaucoup plus tolérées aussi à cette époque-là, déjà un peu pendant le New Deal, parce que comme elles étaient plus productives, eh bien, elles étaient très intéressantes pour la production de l'économie de guerre. Et donc, on a un régime que certains d'ailleurs appellent aux États-Unis un régime corporatiste qui émerge, avec des syndicats très puissants dans les grandes entreprises, des grandes entreprises très puissantes, et une forme de convergence d'intérêts. Donc, la guerre a eu cet effet-là sur le système américain. Elle a aussi énormément d'effets en termes de transfert de technologie,
certains brevets ont été levés plus vite, d'énormes effets d'apprentissage. Et donc les économistes américains s'accordent pour dire que les 2 guerres mondiales aux États-Unis ont joué un rôle accélérateur en termes de développement technologique d'une part, et d'apprentissage par la pratique, qui les 2 ont généré des gains de productivité énormes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'après-guerre, des économistes français, comme Jean Fourastier, mais d'autres aussi, iront faire aux États-Unis ce qu'ils appellent des missions de productivité, c'est-à-dire observer comment fonctionne ce système économique américain qui a été si productif au cours de la Seconde Guerre mondiale. Merci beaucoup. Alors, 2 questions qui portent plutôt sur la période de Vichy. La première, auriez-vous des exemples de mesures prises par Pétain ou Laval sur conseil de la Fondation Carrel ? Oui. Alors, le document de politique générale en termes d'économie et d'organisation du travail sous le régime de Vichy, c'est la Charte du travail, qui est un document à la construction extrêmement compliquée, ce qui a été très bien documenté par Le Crom, qui est un historien qui a fait sa thèse et qui a publié un ouvrage qui s'appelle Syndicat nous voilà, sur la fabrication de la Charte du travail. Alors, on est sur un régime politique qui dure peu de temps, hein. Donc, certes, le temps se compresse et il se passe beaucoup de choses, mais à la fin de la guerre, finalement, beaucoup de projets sont restés extrêmement programmatiques. Donc, la Charte du travail, c'est un projet d'organisation de la vie économique française en corporation de métiers. Chaque métier étant donc dans une corporation avec à sa tête un bureau constitué. Alors, il y a plusieurs. En réalité, en fait, il y a eu plusieurs chartes du travail, et la définitive, on ne sait pas trop laquelle c'est, avec des représentants du patronat, des représentants des syndicats ou pas, et des représentants de l'État. Alors, on sait que dans les discussions qui ont trait à la construction de cette charte du travail, hein, notamment François Pérou est intervenu. Ensuite, oui, on a... dans le cadre de la rédaction de la Constitution de Vichy, des interventions tant de Pérou que de Sauvy. Mais on a à l'heure actuelle assez peu d'informations sur les mesures précises qui sont remontées. On travaille activement aux archives nationales pour essayer de trouver tout ça. Ce qu'on a aussi, c'est l'inverse, c'est-à-dire des demandes ministérielles qui descendent, et par exemple la question sur la question du duopole. Oui, c'est ça. On a des demandes de travaux qui descendent à la Fondation Carrel de la part du ministère de l'économie sur la question donc des structures de marché. Voilà, c'est les quelques exemples que je peux donner. Oui, peut-être juste un exemple complémentaire, mais qui ne concerne pas directement Pérou et Sauvy, mais sur le rôle de la Fondation Carrel, ça a été par exemple là où s'est développée en particulier la question de la médecine du travail qui va être prégnante sous Vichy et commencer à être mise en place à ce moment-là. Eh bien, ce sont des travaux qui vont être mis en avant, questionnés par des équipes scientifiques au sein de cette Fondation Carrel. Il y a tout un tas d'autres petits exemples comme cela. Et un autre point peut-être complémentaire, c'est qu'il y a des recherches en économie qui vont se développer dans ces années sans pouvoir être, comme l'a dit Nicolas, appliquées tout de suite parce que le temps a manqué en quelque sorte, mais reprises après la Seconde Guerre mondiale à la Libération, en fait, parce qu'on trouvait que c'était des bonnes idées, qu'elles méritaient également d'être mises en avant. C'est l'exemple, par exemple, de la comptabilité nationale qui se développe aussi à ce moment-là, dès 1943 en France, et puis qui ensuite va se tourner un peu vers ce qui est fait à l'étranger, notamment en Angleterre, pour être complétée, pour être vraiment construite, mais elle commence déjà sous le régime de Vichy, ou l'organisation du territoire, ou l'aménagement du territoire au sens large. Il y a des plans de rationalisation très très clairs développés dans ces années, qui ne vont pas être mis en place, mais repris après, en 1945-1946, parce qu'on trouve que finalement, c'était des bonnes recherches qui étaient faites, des bonnes suggestions, et donc on aura véritablement le temps de les mettre en place à ce moment-là, la Libération. Merci beaucoup. Alors encore une question sur la même période, sur la période de Vichy en France.
la question est posée, bifurcation ou accélération d'une dynamique qu'on va retrouver dans tous les autres pays. Alors du coup, ça pose aussi un peu en creux la question de l'existence encore de spécificités nationales très marquées après 1945 et l'effacement peut-être de la dimension nationale. Bon, je vous laisse. Je commence peut-être et tu complètes. Oui, c'est vraiment une question qui ressort de plus en plus, c'est-à-dire on se rend compte que finalement ce mouvement en France, il participe d'un mouvement international de la science économique avec le développement, on a parlé d'information économique, d'économétrie, de modèles, de prévision, etc. Ça, ce sont des choses qu'on note aussi dans d'autres pays, dans le monde anglo-saxon en particulier. Mais donc tout l'enjeu pour nous, c'est de voir que, contrairement à l'idée reçue que la France est toujours en retard ou n'a pas pris le coche de ces avancées-là, en fait, certains économistes français, en tout cas, et ceux en pointe, sont très au courant de ces avancées et essaient de les suivre. Mais plus qu'ils essaient de les suivre, ils essaient de les pratiquer d'une autre façon et de les implémenter d'une autre façon en France. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est-à-dire en quoi l'exemple français est typique d'une dynamique internationale, mais en quoi il amène des spécificités importante en termes de modélisation, en termes de problématiques, en termes d'outils, en termes de théorie. Quand on parle du corporatisme en particulier, c'est quelque chose qui visiblement n'existait pas au même moment dans la théorie américaine, pour prendre ces exemples-là. Mais c'est vrai que cette dynamique, c'est à la fois en fait de l'accélération et à la fois de la bifurcation, mais le documenter précisément, c'est un peu à ça qu'on aimerait s'atteler aussi dans les prochaines années. Oui, peut-être pour compléter, effectivement, ce qu'on a montré ou ce qu'on pense montrer, c'est que, en fait, il y a une continuité dans les problématiques, et notamment la problématique de l'expertise. Dans les années 20, dans les années 30, en France, il y a une montée en puissance de la demande d'expertise, et il y a une concurrence qui se met en place entre les différentes disciplines scientifiques pour savoir qui va monter auprès du pouvoir. Les sociologues, des gens comme Maurice Halbach, des gens comme Célestin Bouglet, sont des gens qui aspirent à créer des centres de recherche opérationnels. Les économistes sont bien entendu là aussi. Ce que va faire le régime de Vichy, c'est aussi simplifier ce jeu de pouvoir-là, parce qu'il y a toute une partie des sciences sociales françaises qui sont éjectées du jeu universitaire, et la sociologie, qui était déjà pas en très bon état dans les années 30, finit la sociologie durkheimienne finit d'exister au moment de l'occupation. Marcel Mauss est démissionné de sa chaire au Collège de France. Voilà, c'est une hécatombe. Donc, on a une simplification du jeu, du champ des sciences sociales pour cette montée en expertise. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, si j'ai le temps. Oui. C'est ce qu'a montré Robert Paxton dès les années 70, c'est qu'en fait, Vichy est animé de plusieurs tendances. Il y a une tendance clairement fasciste réactionnaire, et certains des économistes sur lesquels on a travaillé font partie de cette tendance. Je pense particulièrement à François Pérou, qui, dès les années 30, a des positions assez claires sur ces questions-là, et qui est un fervent défenseur de la Révolution nationale et du régime de Philippe Pétain. Mais on a aussi une tendance technocratique, qui est très fort. On a un certain nombre d'économistes qui tapent à la porte depuis les années 30, qui sont très frustrés de ne pas pouvoir intervenir, de ne pas pouvoir avoir plus d'importance, et qui vont prendre Vichy comme une opportunité qu'ils arrivent à saisir pour monter et créer des institutions. À ce niveau-là, Alfred Sauvy a un cas extrêmement intéressant. Il entre par la petite porte dans les ministères dès 1937, mais pas de manière officielle, autour du ministère notamment des Finances, puis il devient très proche de Paul Reynaud, qui est la grande figure politique qui a toute son admiration, et puis il commence à produire des fiches à destination de Paul Reynaud et des ministères, dans lesquels il essaie d'interpréter les statistiques produites par la Statistique générale de France, ce qui était à l'époque pas du tout la coutume, parce que les statisticiens considéraient qu'on produit des statistiques et on les donne de manière brute. Sauvy, non, il faut les interpréter, il faut expliquer aux politiciens comment s'en servir. Et bien, Sauvy, tout d'un coup, au moment du régime de Vichy, trouve une occasion
Et cette occasion, c'est la démographie. Et du coup, on a aussi une bifurcation à ce niveau-là, c'est qu'un économiste devient démographe parce que tout d'un coup, il a un lieu d'expertise et ce qu'on lui demande, c'est de travailler là-dessus. Donc Vichy, à ce niveau-là, pour ces technocrates, est une véritable opportunité qu'ils ont su saisir pour s'installer dans le paysage de l'expertise en France. Nous allons en rester là, puisque le temps est écoulé. Donc, je vous prie d'excuser les questions qui sont restées sans réponse. Nous vous remercions de votre attention et on vous souhaite une bonne continuation de GECO.